En hypnose médicale, qui est enseignant responsable du DU d'ALR à Lyon et formateur en communication thérapeutique en hypnose médicale, qui l'utilise de façon quotidienne au bloc opératoire et en maternité. Il est aussi responsable de plusieurs formations en hypnose médicale ainsi que des conférences qui ont été données sur le plan national français et international sur le sujet. Donc, merci Emmanuel de nous faire le plaisir de partager ton expérience et tes compétences sur le sujet. Donc, je te laisse la parole. La première présentation se fera par le docteur Bozili, la deuxième suivra par le docteur Smiley. Juste petite remarque technique, merci d'éteindre vos micros. Les vidéos, vous pouvez les laisser, mais laissez sur les micros pour éviter qu'il y ait des interférences. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser sur le chat. On regroupera à la fin, à la fin des questions qu'on transmettra aux orateurs qui vont nous répondre pour que tout le monde puisse participer et puisse apprendre. Donc, je remercie tout le monde. Des questions sur le chat, coupez vos micros et je laisse la parole à notre ami Emmanuel Bozzedi qui va commencer la présentation. Merci à tous. Coupez vos micros. Sauf Emmanuel, bien sûr. Je coupe mon micro, comme on m'a dit. Alors, oui, ça y est, c'est bon. C'est bon? Ouais, c'est bon. La baisse. Bon. Très bien. Alors, bonsoir tout le monde. Donc, moi, je me présente, enfin, chacun vient de me présenter, donc rapidement. Je m'appelle Emmanuel Bozelli, je suis anesthésiste. Et donc, effectivement, moi, ça fait un peu plus de 10 ans maintenant que je suis formé et que je suis formateur à l'hypnose médicale. Euh, et pour moi, en fait, il y a vraiment deux choses qui ont révolutionné ma pratique d'anesthésie euh, sur les 20 dernières années. Ça a été premièrement l'éruption de l'échographie. Il y a un micro, je ne sais pas si c'est le tien, Chakib, en tout cas, il y a beaucoup de bruit. Euh, il y a deux choses qui ont vraiment révolutionné ma pratique de l'anesthésie. Ça a été, d'une part, quand l'échographie est arrivée en France, à peu près au début des années 2000, après la neurostimulation. Et puis très rapidement, juste après, à peu près vers 2010, ça a été plutôt l'arrivée de l'hypnose, en tout cas pour moi en ce qui me concerne. Et ce que je vais essayer de vous montrer, parce que c'est sûr que le webinaire, on a un temps qui est relativement court, mais au moins de vous montrer un peu ce que c'est que l'hypnose et ce que ça n'est pas, et surtout ce que ça peut apporter dans la pratique du quotidien de l'anesthésie, et en particulier de l'anesthésie régionale, puisqu'en fait les patients restent conscients euh, et le corps est endormi, on va dire, anesthésié avec la LR, mais la tête, elle reste consciente. Alors, où on peut utiliser des médicaments sédatifs, où on peut utiliser d'autres techniques. Et c'est un petit peu ça que je voudrais vous transmettre ce soir. Je vais vous parler brièvement d'une présentation que j'ai faite l'an dernier à la Société européenne d'anesthésie réa. Mais juste avant, j'aimerais vous faire vivre une toute petite expérience avant de commencer ce webinaire, vraiment de quelques minutes. Donc déjà, ce que je vais vous demander, parce qu'une chose qui est importante quand on parle d'hypnose, on va parler d'attention, et je vais vous demander déjà de bien vouloir mettre tous vos téléphones portables là, sur mode avion. Et d'être vraiment présent avec moi. Alors bien sûr, c'est peut-être ceux qui sont de garde et qui ont besoin au cas où d'être rappelés en urgence pour une César Code Rouge. Mais enfin, en dehors de ce cas-là, si vous n'avez pas besoin d'être appelé de manière très urgente maintenant, eh bien, concentrez-vous sur l'heure qui vient, sur la présentation. Soyez avec nous. Et simplement pour vous montrer un petit peu ce que c'est que l'hypnose ou vous faire une petite expérience, je vais vous inviter à vous installer confortablement, bien assis. Voilà, l'hypnose, c'est pas de l'anesthésie générale, hein. Le corps reste malgré tout présent, reste assez tonique. Voilà, d'être bien assis, de prendre conscience comme ça des appuis du corps sur la chaise, et puis simplement déjà aussi de regarder
un peu autour de vous, la lumière, les couleurs. Écoutez le son de ma voix et prendre conscience aussi de votre respiration. Et je vous invite simplement à prendre une grande inspiration, à fermer les yeux, voilà, et à vous concentrer juste sur cette respiration, sur l'air qui rentre, sur l'air qui sort. Et observez comme ça que le simple fait de se poser quelques instants, observez le calme, et peut-être que pendant que votre corps est installé comme ça calmement, votre esprit peut aller s'installer dans un endroit agréable, un endroit que tu connais bien. Peut-être que c'est à l'extérieur ou peut-être que c'est à l'intérieur, je ne sais pas. Et en faisant ça, tes yeux observent les formes, les couleurs, la lumière de cet endroit. Peut-être qu'il y a des fenêtres, peut-être qu'il y a des tableaux, autre chose. Les oreilles qui perçoivent le silence ou peut-être du son, la musique, le chant des oiseaux, le bruit de l'eau peut-être si tu es à l'extérieur, je ne sais pas. La température comme ça, juste bien pour toi. Peut-être que tu bouges ou peut-être que tu es assis ou allongé. Et à un moment, il y a peut-être des parfums agréables qui se présentent comme ça devant les narines. Parfum des fleurs, parfum de la cuisine peut-être, si tu es dans un endroit où il y a des bonnes choses à manger avec un goût comme ça particulier dans la bouche, peut-être un goût sucré ou un goût salé. C'est très agréable comme ça de juste profiter de toutes ces choses et de se sentir bien, calme et détendu. Et tout en continuant tranquillement de profiter de cette expérience et de ce calme qui s'installe et qui va pouvoir persister comme ça pendant les secondes, les minutes, les heures qui viennent. Et savoir aussi que tu peux retrouver ce calme quand tu le souhaites, simplement comme ça, en t'installant, en fermant les yeux et en profitant de cet endroit agréable. Je vais t'inviter petit à petit à reprendre le chemin du retour pour retrouver voilà, ton corps ici et maintenant, retrouver ta place sur cette chaise, sur ce fauteuil, retrouver ton environnement, ma voix un peu plus forte, ouvrir les yeux, remettre un peu de mouvement, t'étirer aussi, parce que c'est bien aussi de remettre un petit peu de mouvement comme ça, après une petite expérience toute tranquille. Voilà, et puis simplement de pouvoir suivre cette présentation. Et on parlera de tout ça tout à l'heure dans les commentaires, mais voilà, ça c'est une technique très simple, en tout cas une technique très classique, on va dire, qui s'appelle la technique du lieu agréable, qui va beaucoup passer par la sensorialité, par ce qu'on appelle le VACOG, mais je laisserai Sarah vous expliquer tout ça juste après. Et voilà, donc ça c'était pour vous montrer un peu ce que c'est que l'hypnose. Donc vous voyez qu'on est loin du spectacle de Mesmer ou équivalent avec dormez, je le veux, et maintenant à trois vous faites la poule. Moi, ce que j'aimerais lors de cette présentation, c'est démystifier un certain nombre de choses pour pouvoir vous dire ce que l'hypnose est, et en tout cas l'hypnose médicale est, et au bloc opératoire, puisqu'il s'agit d'anesthésie, et puis surtout ce que l'hypnose n'est pas. Et puis on parlera aussi de toutes ces choses-là. Donc, je vais vous présenter brièvement une présentation que j'avais faite l'année dernière au Congrès européen d'anesthésie, qui se tient d'ailleurs en ce moment à Lisbonne, mais on ne peut pas être partout, et que j'avais faite donc sur la communication thérapeutique et l'hypnose conversationnelle.
Et donc, je vais vous parler un petit peu de ça. Mes conflits d'intérêts, bah, c'est pas l'endroit. Et donc là, je vais vous demander déjà une chose à tout le monde, c'est surtout, mais vraiment c'est important, hein, surtout ne pensez pas à un éléphant rose qui porte des lunettes. Je ne veux pas que vous y pensiez. Eh bien, en vous disant ça, bah, je sais exactement à quoi vous êtes en train de penser. Alors que j'ai dit, ne pensez pas à un éléphant rose qui ne porte pas de lunettes, ou même qui en porte, peu importe. En tout cas, j'ai employé la négation. Et ça, s'il y a vraiment une chose majeure et un message majeur que j'ai à vous faire passer aujourd'hui, c'est que, en fait, le cerveau ne connaît pas la négation. Il n'y a pas de concept négatif. Ça n'existe pas. Pas de cerveau. Pas de négation. Voilà. Enfin bon, il y a quelques exceptions. Mais ce n'est pas le propos du jour. Le cerveau ne connaît pas la négation et qu'est-ce que ça veut dire ça? Ah, j'ai pas tout traduit, pardon, j'ai pas eu le temps. En fait, la négation, il faut bien comprendre que l'utilisation de la négation, eh bien, provoque des suggestions de manière très très puissante, mais vraiment très puissante. Il n'y a pas plus puissant pour provoquer une suggestion que d'utiliser la négation. Et pour vous illustrer ça, si je vous dis surtout, hein, ne pensez pas à un non-homme qui ne creuse pas de trou sans pelle pour ne pas planter d'arbres. Vous voyez, j'ai utilisé que des négations. Ne pensez pas à un non-homme qui ne creuse pas de trou sans pelle pour ne pas planter d'arbres. Et bien en fait, en disant ça, je sais très bien ce à quoi vous êtes en train de penser, parce que votre cerveau, comme il ne connaît pas la négation, il n'y a pas de concept négatif. Hein. Si je vous dis non, qu'est-ce que je peux dire par exemple? Non rouge, tiens, je pensais à une couleur. Allez, une couleur non rouge, bah, qu'est-ce que c'est une couleur non rouge? Il ne sait pas faire en fait, hein, donc il va entendre rouge le cerveau. Donc si je vous dis de ne pas penser à un homme qui ne creuse pas de pelle, qui ne creuse pas de trou sans pelle pour ne pas planter d'arbre, eh ben le cerveau il entend penser homme, creuse, trou, pelle, planter, arbre. Donc exactement le contraire de ce que je voulais vous dire de ne pas faire en fait. Et ça c'est enfin, il y en a d'autres, hein, mais le point fondamental de l'hypnose et de la communication thérapeutique, c'est l'utilisation des formulations positives. Parce que quand on est dans un état de conscience à peu près normal, on arrive à prendre du recul. Mais quand on est dans un état de conscience stressé, anxieux, comme on peut le voir au bloc opératoire, et que, par exemple, on va dire, ne vous inquiétez pas, ce n'est qu'une petite aiguille, ça ne va pas faire mal, et ben qu'est-ce que le cerveau entend? Le cerveau, qu'est-ce qu'il va entendre? Il va entendre inquiéter, aiguille, mal. Et au passage, ça sert à rien de dire petite, hein. C'est marrant parce qu'en français et en particulier en médecine, c'est une petite aiguille, c'est une petite anesthésie, c'est qu'une petite piqûre, c'est qu'un petit cathéter, c'est que sais-je. C'est pas parce qu'on dit petit que ça enlève quoi que ce soit, hein, surtout quand on est stressé, anxieux. Donc déjà, on peut aussi bannir le petit. Hein. On peut dire, enfin, une aiguille par exemple ou une seringue sans mettre petit. On essaie d'être gentil en mettant petit, mais en fait, ça change rien. Et en plus de ça, la petite aiguille, hein, euh, elle est plutôt perçue comme un harpon. Hein. Et d'ailleurs, moi, j'ai jamais montré une seule aiguille de péridurale, par exemple, en consultation, jamais. Les rares fois où on a pu me demander, elle est comment l'aiguille? Je fais, oh, elle est comme ça! Et je montre un truc qui fait au moins 1 mètre. Comme ça, au moins, la patiente, elle rigole. Et puis après, je désamorce le truc. Hein. Mais en tout cas, ça sert à rien d'utiliser le mot petit. Et puis surtout, l'idée, c'est vraiment d'utiliser des formulations positive, parce que je vous rappelle, le cerveau ne connaît pas la négation, donc ne pensez pas à un éléphant rose, mais à quoi on pense? À un éléphant rose. Et donc, ne vous inquiétez pas, ça va pas faire mal. Et ben, le cerveau, il entend inquiéter et mal. Voilà, donc ça, c'est la petite gymnastique, en fait, qu'il va falloir utiliser. بس ما Euh, تشرب pardon, il y a une question? Non, c'est peut-être un micro qui est ouvert. Euh,
Et donc, moi, ce que je vous invite à faire, c'est vraiment de savoir, enfin, de vous entraîner, parce que une fois qu'on en a pris conscience, eh bien, on revient plus en arrière, mais c'est vraiment de s'entraîner à utiliser des formulations positives. Et d'ailleurs, bon, j'ai pas le temps de tout dire forcément dans un webinaire de courte durée, mais il faut vraiment savoir aussi que le simple fait d'utiliser les mots douleur, peur, anxiété, mal, etc., il y a des études qui ont été faites en IRM fonctionnel et qui montrent que simplement ces mots-là, déjà, ils commencent à activer le cerveau en disant, ouh là là, peut-être que potentiellement, il va peut-être se passer à quelque chose, hein, et votre cerveau qui est programmé pour comment dire, survivre, hein, c'est danger ou fuite, enfin combat ou fuite, hein, vous savez, la réaction face au danger. Et donc le simple fait d'utiliser des mots négatifs, potentiellement votre cerveau est déjà en train de s'activer. Et d'ailleurs, ça peut même commencer à amplifier déjà les phénomènes de douleur chronique, etc. Enfin, je passe rapidement là-dessus parce qu'on n'a pas le temps. Mais en tout cas, vraiment, mon message, c'est utiliser des mots positif. Et ça, c'est la petite règle, vraiment le genre de truc qu'on peut tout à fait afficher au bloc opératoire, dans le vestiaire, en salle de réveil, n'importe où, et s'entraîner soi-même à utiliser ces mots positifs. Par exemple, euh, je vais peut-être interroger une ou deux personnes, je sais pas, éventuellement, enfin, on en fera peut-être ça après, parce que sinon ce sera peut-être un petit peu juste au niveau du temps, mais simplement, dites-vous une chose, c'est qu'en fait, pour formuler de manière positive, ce qu'il faut, c'est ne pas demander à la personne ce qu'on n'attend pas d'elle, mais ce qu'on attend d'elle, en fait. Donc, par exemple, si on utilise la formule n'ayez pas peur, ben, on attend quoi de la personne? On attend que la personne, elle soit rassurée, hein. Donc, on va plutôt lui dire soyez rassurés ou rassurez-vous plutôt que n'ayez pas peur. Quand on dit ça ne va pas faire mal, ben, ce qu'on aimerait, c'est que le patient, on va faire en sorte que ce soit confortable, hein. Donc, je vais faire en sorte que ce soit confortable pour vous. Le fait de dire avez-vous froid? Est-ce que vous avez froid? Ça, je l'entends tout le temps. Alors, c'est sûr qu'au bloc, quand il fait 12 degrés et qu'on n'a pas mis le réchauffeur, etc., vous avez froid. Moi, la première chose que je fais en rentrant au bloc, hein, c'est que je mets le réchauffeur au patient, puis je coupe le bip bip au passage du scope parce que ça m'insupporte d'avoir ce bip qui sonne très fort. Donc, est-ce que vous avez froid? Ben, on peut tout simplement dire avez-vous suffisamment chaud, hein? Le attention, je vous pique. Alors celui-là, dans le genre, attention, là, attention, 1, 2, 3, attention, je vous pique. Là, on est sûr qu'on est en train de bien activer toute la matrice de la douleur avec ça. Et puis le est-ce que vous avez mal? De 0 à 10, ça fait mal à combien? Hein, ça en salle de réveil. Eh bien, on peut aussi transformer ça en est-ce que vous êtes suffisamment soulagé, par exemple, hein. Donc ça, c'est vraiment la base de la communication thérapeutique, hein, c'est de commencer à utiliser des formulations comme ça, c'est-à-dire rassurez-vous, au lieu de n'ayez pas peur. Ça va pas faire mal, je vais faire en sorte que ce soit le plus confortable possible. Est-ce que vous avez froid? Avez-vous assez chaud? Euh, Attention, je vous pique. Ben, on peut utiliser aussi tout simplement un truc très neutre, hein. Je pose la perfusion, puis je vais vous montrer juste après une petite technique de confusion aussi. Et est-ce que vous avez mal? Ben, êtes-vous suffisamment confortable? Et ça, c'est vraiment une gymnastique et je vous invite à être vigilant à partir de maintenant et de changer votre manière de communiquer parce que ça change énormément de choses. Ça change énormément de choses et c'est pas juste des élucubrations comme ça pour un webinaire, hein. Ça, c'est quelque chose que j'avais publié il y a une dizaine d'années maintenant, voire un peu plus. Simplement le fait de changer sa manière de communiquer et d'utiliser des mots positifs, des formulations positives, eh bien, on avait des patients qui étaient moins anxieux et qui avaient une satisfaction qui augmentait de manière significative de 8 à 9. Donc, on gagne un point de satisfaction simplement en changeant sa manière de communiquer, hein. Donc ça, c'est vraiment des outils qui sont simples, qui sont faciles et que tout un chacun peut utiliser. Et le concept de base, vraiment, c'est d'éviter la négation et d'utiliser les affirmations. Attendez, je vais juste vous parler de ça. Voilà, parce que j'étais sur la pause de perfusion, le attention, je vous pique. J'en profite pour vous montrer cette étude qui vient de sortir il n'y a pas très longtemps, il y a un an ou deux, là, enfin en 2020, mon Dieu, comme le temps passe, ça fait déjà 5 ans, sur la pose de cathéter périphérique. Là, on va un tout petit peu plus loin que la communication thérapeutique, on va aller sur une petite technique d'hypnose qu'ils appellent comment dire, la confusion.
Et donc, en fait, dans cette étude, il y avait trois groupes de patients. On posait une perfusion périphérique, simplement, et il y avait trois groupes de patients, sauf qu'on leur parlait différemment. Il y a un groupe de patients, on leur disait communication négative, ah là là, attention, attention, je vous pique, un 2 3 respirez, je vous pique. Donc là, on était vraiment en train d'activer tout ce qui était, comment dire, la matrice de la douleur. Deuxième groupe de patients, c'était très neutre, hein. Je pose le garrot. Ah oui, parce que le premier, c'était attention, je mets le garrot, ah, ça pince un peu, hein. Là, je mets du désinfectant, ça pique, et puis c'est froid, hein. Et là, un 2 3 je vous pique. Ça, c'était la communication négative. Le deuxième groupe, c'était le groupe neutre. Donc, je pose le garrot, je désinfecte la peau, je pose la perfusion. Et troisième groupe, on était sur une petite phrase confusionnante, c'est-à-dire qu'on faisait tout ça, je pose la perfusion, etc. Mais juste avant de poser la perfusion, on posait une question incongrue. Donc bonjour, je viens de poser la perfusion, je suis le docteur Bozedi, machin, ceci, cela, tatati, tatata. C'est bien de l'ambulatoire, oui, on vient vous chercher ce soir, oui, d'accord. Et votre camion, il va toujours à la piscine? Vous voyez, donc une phrase complètement incongrue qui veut rien dire. Et à ce moment-là, le patient, il est en train de se dire, mais qu'est-ce qu'il me raconte là? Et hop, c'est juste le moment là où vous avez, vous avez un créneau pour mettre votre perfusion, parce que pendant que la conscience du patient, elle est là en train de se dire, qu'est-ce qu'il me raconte? Ben, elle n'est pas là en train de se dire, oh là là, mon Dieu, j'ai mal, quoi. Hein, et c'est exactement ce qui est utilisé par les prestigitateurs, hein. Ils vous agitent ils vous agitent le machin par ici, alors qu'en fait, c'est là que ça se passe, hein. Mais votre conscience, il vous fait voir ça, alors que c'est là qu'il faut voir. Donc c'est exactement la même chose qui se passe. Et là, on est dans une petite technique d'hypnose ou de détournement de l'attention et qui permet de, de- d'améliorer le confort parce que vous voyez que les scores de douleur chez ces patients-là, ça c'est le score de douleur de 0 à 10 lors de la pause de perfusion. Et bien vous voyez que ce soit avec une communication neutre ou négative, on avait des scores de douleur entre 3 à 4 à peu près lors de la pause de perfusion. Et simplement le fait de dire, et votre camion, il va toujours à la piscine, ou n'importe quelle autre phrase, après, l'imagination est sans limite, hein, une phrase confusionnante, eh bien là, vous voyez, on arrivait à une diminution significative du score de douleur à 1, donc quasiment indolore, hein, lors de la pause de perfusion. Voilà, donc ça c'est une petite application, par exemple, de l'hypnose au bloc. Juste, là, j'accélère, enfin j'accélère, je vais parler encore quelques minutes, mais avant de passer la parole, moi ce que j'aimerais vous dire, c'est qu'en fait, il y a trois étapes en fait entre, enfin pour l'hypnose. C'est un peu comme en anesthésie, hein. Il y a l'étape de prémédication, on va dire, anxiolyse, hein, avec une benzodiazépine ou un petit propofol ou quelque chose, histoire d'être un petit peu prémédiqué, on va dire, anxiolyse. Le stade 2, c'est plutôt la sédation avec, par exemple, du propofol. Et le stade 3, ça va être vraiment l'anesthésie générale, où là, on est vraiment plus profond, quoi. Bah, l'hypnose, c'est un peu pareil. On a le stade 1 vraiment très léger, et c'est ce qu'on appelle donc la communication thérapeutique. C'est donc ce que je viens de vous évoquer brièvement, avec des mots positifs, et puis éviter les négations, etc. Le stade 2, qui est ce qu'on appelle l'hypnose conversationnelle. Et ça, c'est ce qu'on va utiliser, mais dans plus de 90% des cas en hypnose. Donc ça, j'insiste, hein, c'est vraiment ça qu'on utilise au quotidien au bloc opératoire. Et ça va consister, cette hypnose conversationnelle, ça veut dire quoi? Ça veut dire vraiment focaliser l'attention du patient sur quelque chose d'agréable. Ça peut être tout à fait une activité agréable que le patient fait lui-même. Par exemple, en posant une question ouverte du type, mais qu'est-ce que vous faites habituellement chez vous pour vous détendre? Ou qu'est-ce que vous aimez bien faire comme activité? Et là, le patient, il va vous dire, ah ben moi j'aime bien le foot, j'aime bien aller au cinoche, j'aime bien lire, j'aime bien faire du parapente ou n'importe quoi. Ah ben racontez-moi le parapente, comment ça se passe, etc. Qu'est-ce que vous voyez, qu'est-ce que vous entendez, etc. Décrivez-moi le parapente. Et pendant que vous parlez avec le patient, vous focalisez son attention sur une activité agréable qu'il aime faire, et donc pendant ce temps-là, il n'est pas en train de se dire, ah là là, mon Dieu, je vais mourir, tout le monde va mourir, c'est horrible, etc. Donc vraiment, l'idée et les techniques, c'est de focaliser l'attention sur quelque chose d'agréable. Et c'est ça qu'on appelle l'hypnose conversationnelle. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, ça veut dire focaliser l'attention du patient sur quelque chose d'agréable. Et ce quelque chose, ça peut être l'écran de l'échographe aussi, hein. En anesthésie régionale, par exemple, eh ben, on a cet écran qui est là.
Et moi, là, vous voyez, c'est moi qui est là, c'est ma main, là, qui est là. Et en fait, je suis en train de demander au patient, mais regardez, là, ça, c'est votre artère. Et puis, je vais mettre le Doppler. Vous voyez, il y a de la couleur, ça fait l'artère, ça pulse comme ça. Et puis là, il y a le nerf, machin. Enfin, je lui montre, en fait, ce qui se passe. Et le patient, regardez, là, il est vraiment en train de regarder. Ah là là, bah ouais, ça a l'air vachement intéressant et tout. Et puis, je lui demande, alors, qu'est-ce que vous voyez, etc. Vous voyez? Et donc, en fait, pendant que je fais ça, je focalise l'attention du patient là, en l'occurrence, sur l'écran de l'échographe. Et donc, pendant ce temps-là, eh bien, son attention n'est pas en train de se dire, mon Dieu, ça va faire mal, je vais tout sentir, etc., etc. Non. Bon, après, je vous fais très résumé parce qu'on n'a pas le temps de développer énormément, mais en tout cas, c'est l'une des choses qu'on va pouvoir faire. Et donc, l'hypnose conversationnelle, ça consiste à focaliser l'attention du patient sur quelque chose d'agréable. Après, il y a tout un tas de techniques, hein, parce qu'on va utiliser donc les mots positifs, c'est-à-dire la première brique donc, qu'on vient de voir, donc de communication thérapeutique. Et puis il y a aussi, comme j'ai fait pendant la petite transe d'accompagnement tout à l'heure, on va utiliser une voix lente, un ton bas, utiliser des silences. Vous voyez ce genre de voix que j'utilise, et c'est celle que j'ai utilisée tout à l'heure quand je faisais la transe, hein. Donc il y a toutes ces techniques-là mélangées, mais là on est vraiment dans l'hypnose conversationnelle. Et là, c'est pas le patient qui vient pour avoir une intervention avec hypnose, hein. Moi, ce patient-là, je l'ai croisé il y a 3 minutes précédemment. Je suis en train de lui faire un bloc axillaire et puis je suis en train de focaliser son attention sur quelque chose d'agréable, hein. Et l'hypnose formelle, peut-être Sarah en parlera un petit peu plus tout à l'heure. Là, c'est vraiment quand on va réaliser un geste avec hypnose. Il faut savoir qu'on parle plutôt d'hypnosédation ou d'hypnoanalgésie, hein, c'est-à-dire qu'on a toujours le cathéter, on a toujours la possibilité de faire une anesthésie générale s'il y a quoi que ce soit. Et en fait, l'idée, c'est de diminuer les agents sédatifs ou, euh, ou opiacés, en particulier pour tout ce qui est gestes endoscopiques, hein, type coloscopie, hystéroscopie, etc. Dès qu'il y a scopie dedans. Euh, et puis voilà, mais par contre, on va pas réaliser une prothèse de genou avec une hypnose seule, hein. D'abord, c'est pas le but, hein. Et l'idée d'utiliser l'hypnose, c'est pour d'une part diminuer un peu la douleur, mais essentiellement diminuer l'anxiété du patient et augmenter son confort, en particulier lors des ALR, mais pas uniquement, hein. Voilà. Et donc cette communication thérapeutique, le fait de focaliser l'attention du patient sur l'écran, par exemple, pendant un bloc axillaire, eh bien ça, j'avais étudié ça. Et avec deux groupes de patients, un groupe qui avait une simple prémédication, c'est en noir ici, c'était de l'hydroxyzine à l'époque, on donnait ça en prémédication. Et vous voyez que bah, avant, après bloc opératoire, ça c'est donc l'échelle l'échelle de confort de 0 à 10 avant et après bloc axillaire, hein. Bah, avec juste une prémédication, mais sans parler avec le langage hypnotique, bah, on avait un confort qui restait de 8 à 8, quoi, à peu près. Alors que quand on utilisait les mots hypnotiques, les mots positifs, tout ce que je viens de vous dire là, bah, vous voyez qu'on avait une augmentation significative, hein, du confort qui passait de 7 à 9 grâce à ces techniques de, pardon, excusez-moi, d'hypnose conversationnelle. Et puis pareil, quand on mesurait ça de manière objective avec ce qu'on appelle l'ANI, qui permet d'avoir une idée chiffrée du confort parasympathique des patients, eh bien on avait tout à fait le même profil, c'est-à-dire que le confort augmentait à peine chez les patients qui avaient juste une prémédication médicamenteuse seule, mais sans communication hypnotique, alors que grâce à l'hypnose conversationnelle, ici, on avait vraiment une augmentation significative et importante du confort parasympathique. Voilà, j'ai presque terminé, mais juste pour vous montrer un tout petite chose aussi, pour vous dire comment est-ce que le cerveau peut être aussi, euh, comment dire, enfin, il y a des illusions il peut être piraté, votre cerveau. Je vais simplement vous demander de me dire dans quel sens, enfin, vous demander dans quel sens tourne cette jeune femme. Est-ce qu'elle tourne dans le sens des aiguilles d'une montre? Ou est-ce qu'elle tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre? Et puis peut-être qu'à un moment, et c'est quand je claque des doigts, en fait, elle va changer de sens. Par exemple, maintenant, hop, elle change de sens. Et puis maintenant, hop, elle change de sens. Là, donc là, ça va dans le sens des aiguilles d'une montre ou à l'inverse. Et puis encore une fois, hop, elle change de sens.
Et pourquoi je vous montre ça? Parce qu'en fait, le problème, c'est que votre cerveau, en fait, là, il n'a pas tous les repères. Il sait pas, il n'y a pas la perspective. Donc, en fait, il interprète un peu comme il veut. Et donc, parmi vous, certains la voient tourner dans un sens, certains la voient tourner dans l'autre. Et puis, peut-être que certains la voient changer de sens aussi d'une fois à l'autre. Et maintenant, vous voyez, là, je vais vous mettre des repères. En fait, vous voyez, à gauche, là, on voit très bien maintenant. On ne peut pas se tromper dans quel sens tourne cette femme. Et puis, si je mets maintenant les autres repères, vous voyez que, bah, en fait, là, clairement, elle tourne dans, dans l'autre sens. Donc là, je suis en train de pirater un peu votre cerveau. Donc, avec les repères, on voit très bien dans quel sens cette jeune femme tourne. Mais si je les enlève, bah, on ne sait plus. C'est à gauche, c'est à droite, on ne sait plus. Voilà. Et ça, c'est pour vous dire qu'on va pouvoir utiliser un certain nombre de capacités du cerveau comme ça pour pouvoir faire des suggestions et orienter la conscience du patient dans un certain type d'état de conscience modifié et en particulier d'hypnose, de confort pour que tout ça soit agréable. Et voilà, mais je vais m'arrêter là pour maintenant parce que effectivement l'heure tourne. Et après, je répondrai avec grand plaisir à vos questions. Donc, je ne sais pas qui a fait un joli trait vert ici sur la feuille, c'est très joli. Mais si moi, sur cette présentation très brève hein, de la communication thérapeutique au bloc et de l'hypnose conversationnelle, j'ai quelques messages clés à vous formuler. Le premier, vraiment, 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 c'est d'éviter les négations. Hein. Donc, c'est pas attention, ne vous inquiétez pas, ça va pas faire mal, hein, mais plutôt rassurez-vous, ça va bien se passer. Je vais faire en sorte que ce soit confortable. Donc, on évite les négations. On va utiliser des mots positifs, donc c'est pas est-ce que vous avez froid, mais avez-vous suffisamment chaud, par exemple. On va éviter aussi, j'ai pas parlé, hein, mais de tout ce que c'est, par exemple, vous savez, là, je vous mets une petite pince sur le doigt, ou attention, accrochez-vous bien à la potence, hein, ou je vous passe le pistolet. Enfin, vous voyez, des mots qui peuvent avoir des connotations négatives. Ben, on peut aussi les remplacer par des mots simples ou des mots positifs. Hein. La petite pince, le saturomètre, ça peut être un capteur, par exemple. Hein. La potence, ça peut être un pied à perfusion ou un goutte à goutte, par exemple. Hein. Et puis voilà, enfin, en tout cas, utiliser des mots positifs qui n'ont pas de connotation négative pour les patients. Et enfin, pour améliorer le confort des patients, tout l'art, on va dire, de l'hypnose conversationnelle ou de la communication thérapeutique, ça va être de focaliser l'attention du patient sur son confort, sur sa sécurité. Et par exemple, quand on va vous demander en consultation pour une péridurale, par exemple, ah bah, qu'est-ce que c'est les risques de la péridurale? Eh bien, vous allez plutôt transformer ça en disant, bah, écoutez, voilà, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on prend toutes les mesures de sécurité hein, justement avec, je sais pas quoi, la désaffection, le fait de faire la péridurale très bas pour être loin de la moelle épinière, ce genre de choses. Hein. Donc, on va vraiment plutôt parler de sécurité plutôt que de risque. Hein. Et puis, effectivement, d'utiliser des mots, enfin, de focaliser l'attention sur du patient, sur le confort et tout ce qu'on va faire pour que le moment qui va passer au bloc opératoire soit le plus confortable possible et ce soit le moment où tout sera mis en ordre pour sa sécurité. Voilà, j'en ai fini de cette présentation et simplement, il y a des micros là, donc il y a un petit peu des bruits parasites, mais simplement, alors là, je suis désolé, j'ai pas eu le temps de faire la traduction, mais je vous traduis. Ça, c'est une consultation d'anesthésie et la patiente qui demande, mais est-ce que ça va faire mal la péridurale? Et le médecin qui va répondre, mais non, pas du tout. Bon, vous allez peut-être pouvoir vivre, enfin, il y a peut-être un risque d'être paralysé des jambes, mais éventuellement aussi d'arrêt cardiaque. Hein. Coupez vos micros, s'il vous plaît, tout le monde, parce qu'il y a des bruits parasites. Pensez à couper vos micros. Donc, le médecin qui répond, mais non, pas du tout, même si éventuellement vous risquez d'être paralysé ou d'avoir un arrêt cardiaque. Vous voyez tout de suite que quand on est en état de stress, coupez vos micros, s'il vous plaît. Coupez vos micros. Là, j'ai mon son, ouais, c'est bon. Merci. J'ai fini ma présentation, mais simplement, voilà, plutôt que de dire, mais non, vous inquiétez pas, ça va pas faire mal, vous risquez juste d'être paralysé, éventuellement d'avoir un arrêt cardiaque, mais ça va bien se passer. Hein. Eh bien, à ce moment-là, plutôt dire à la patiente qui va vous dire, mais est-ce que ça va faire mal, la péridurale? Eh bien, lui dire, mais rassurez-vous, je vais faire tout mon possible pour que ce soit le plus confortable possible. Voilà, j'en ai fini avec ma présentation. Donc, je vous remercie et je Merci, passe la Emmanuel. parole à Sarah avant les questions auxquelles on répondra ensemble à l'issue de... Merci beaucoup, Emmanuel. Vous m'entendez, Avec plaisir. j'espère? Emmanuel, tu Oui, m'entends?
Oui, je t'entends très bien. Merci beaucoup, Emmanuel, pour cette présentation que je qualifierais d'une excellente introduction avec des notions très intéressantes qui nous apprennent beaucoup sur notre manière de travailler et par rapport à ce qui se passe au bloc opératoire. Donc là, maintenant, après la présentation et le tapis rouge qui a été déroulé par Emmanuel, on va essayer d'aborder l'hypnose conversationnelle telle qu'elle en pratique par notre cher collègue Dr Smaili Sarah, que je présente brièvement, qui est anesthésiste réanimatrice à l'hôpital privé de Saint-Martin-de-Pessac, qui est aux alentours du Bordeaux, qui est détentrice de plusieurs DU, dont le DU d'hypnose médicale et d'acupuncture scientifique. Elle a exercé dans un milieu d'oncologie, dans un centre anti-cancer, et maintenant elle exerce dans l'hôpital privé de Saint-Martin et elle prend en charge beaucoup de patients de douleurs chroniques. Elle a développé une très belle expertise en hypnosédation et en prise en charge de la douleur et elle intègre de façon quotidienne l'hypnose et l'acupuncture à sa pratique pour améliorer le confort des patients. Et elle va nous parler un peu de l'hypnose conversationnelle et la communication dans le soin. Et nous allons continuer à apprendre, continuer à voir comment améliorer un peu nos pratiques non techniques, entre parenthèses, pour ne pas parler que d'anesthésie pure. Donc, je cède la main à Sarah. Merci d'être parmi nous. Le plaisir est pour l'ensemble de l'équipe de t'accueillir parmi l'ensemble des gens d'Annecy Club. Au plaisir d'avoir d'autres occasions. Et je te cède la main pour continuer à parler de cette hypnose conversationnelle et de l'application médicale. Merci Sarah et à tout de suite. Tu m'entends? Oui, 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 je t'entends. Merci. Allez, je te laisse la main. Merci. Bonsoir à tous. Merci Emmanuel pour ta présentation qui était très claire. Donc je pense que, enfin, je vais revenir forcément sur certains concepts qu'Emmanuel a déjà abordés. Donc moi, je vais plutôt parler de la partie hypnose conversationnelle. Donc bon, ça, en fait, c'est la même chose que l'hypnose, mais c'est, on va dire, comme Emmanuel l'a dit, c'est le stade avant. En fait, il y a l'hypnose formelle où vraiment la personne est, on va dire, allongée en transe profonde, les yeux fermés. Et puis l'hypnose conversationnelle qu'on peut utiliser vraiment au quotidien, tous les jours, avec nos patients, nos collègues, ou même dans sa vie privée, hein, finalement. C'est vraiment une technique de communication qui permet d'améliorer l'expérience du patient, de baisser l'anxiété, de baisser la douleur et, voilà, et de faciliter aussi les échanges. Oui, donc moi je suis anesthésiste à Bordeaux. J'ai été formée en hypnose en 2018. Donc moi c'était, pour tout vous dire, j'ai été voir le spectacle de Mesmer. Donc c'est un monsieur qui fait de l'hypnose de spectacle, qui va hypnotiser toute la salle. Enfin voilà, c'est très oui, spectaculaire, on va dire. Et voilà, ça m'a intriguée. Je me suis dit, tiens, qu'est-ce que c'est? Et puis je me suis rendu compte qu'en médecine, on pouvait aussi l'utiliser. Alors forcément, c'est pas comme au spectacle, hein, c'est beaucoup plus subtil. Et puis surtout, ça a un but. Le but, avant tout, c'est le soin, quoi. Donc j'ai fait cette formation. J'ai travaillé donc en cancérologie à l'Institut Bergonié à Bordeaux. Et donc, j'ai commencé tout de suite vraiment par des hypnosédations, donc vraiment des opérations. Alors, c'était surtout le cancer du sein, donc des tumorectomies du sein qu'on faisait sous hypnose, en fait, hein. Donc, on discutait avec la patiente avant qu'elle aille au bloc. Et puis, on voyait avec elle, par exemple, le lieu sécure, hein, Emmanuel, ce que tu nous as fait. Pour essayer de voir ce qu'elle aime bien. Je ne sais pas, ça peut être la plage, la randonnée. Voilà, c'est elle qui va nous guider en fait dans ce qu'elle aime. On va prendre des notes et vraiment marquer aussi les mots qu'elle utilise pour ensuite, le jour du bloc, vraiment induire cet état de transe et puis reparler, par exemple, de la randonnée, si c'était une randonnée, ou alors, je ne sais pas moi, la plage, ou voilà, ce qu'elle nous a dit. Et puis en fait, on va lui parler comme ça et en fait, son cerveau se dissocie. C'est-à-dire qu'il est plus dans la salle de bloc, on va vraiment l'emmener petit à petit à ce lieu qu'elle aime bien ou cette activité. Et en fait, ça permet de se dissocier du corps et de baisser la douleur. Et en fait, alors on mettait un petit fond de rémifaltadine, donc c'est un dérivé de la morphine, hein, que vous connaissez sans doute, mais vraiment à dose vraiment homéopathique. On va dire que c'était plus pour nous rassurer, nous, que vraiment pour un effet. Et puis le chirurgien faisait une anesthésie locale et on faisait les opérations se déroulaient comme ça. Donc évidemment, on préparait tout pour une anesthésie générale au cas où.
Honnêtement, moi, j'ai jamais eu de conversion en anesthésie générale. Ça a toujours bien fonctionné. Voilà, il suffit vraiment d'apprendre des techniques parce que l'hypnose, finalement, c'est quelque chose de très technique. Moi, je pensais que c'était un peu comme ça. Voilà, on invente, on fait un peu à sa sauce, mais pas du tout, en fait. C'est vraiment très technique. Et donc la deuxième partie, dont je vais plus vous parler là ce soir, c'est l'hypnose conversationnelle. Donc ça, c'est le stade vraiment avant, hein, où vraiment c'est au quotidien, c'est beaucoup de communication finalement. Donc il y a des personnes qui naturellement communiquent très facilement, avec aisance, hein, qui permettent vraiment de créer cette alliance avec le patient, et puis d'autres qui sont moins doués, on va dire, mais l'avantage, c'est que ça s'apprend. Alors, hop, j'ai essayé de passer les slides. Donc voilà, donc je vais d'abord vous parler de la communication, l'importance de la communication en médecine. Les trois composantes en fait de la communication, donc le verbal, les mots qu'on utilise, le paraverbal et le non-verbal. Ça, c'est les trois composantes de la communication. Ensuite, je vais vous parler des techniques d'hypnose hein, qu'on utilise aussi en hypnose conversationnelle. Donc le mirroring, je vais y revenir, hein, c'est le fait de se mettre en miroir avec son patient. Le VACOG, donc ça fait un peu peur ce terme, mais c'est assez simple, hein, je vais vous expliquer ça. Un petit mot sur la gestion des conflits et en conclusion. Donc pourquoi communiquer? Évidemment, hein, vous vous doutez bien que c'est un élément très important. Je trouve qu'on n'en parle pas assez, alors que vraiment, ça a un impact très, très important dans le soin. D'abord, ça améliore la compréhension du soin, ça majeure l'efficacité du soin, et puis ça a un impact positif, hein, même sur l'expérience du patient qui va venir au bloc. Quand on a une bonne communication avec lui, ça a tout de suite un impact sur son expérience, mais ça a aussi un vrai effet antalgique, hein, qui est prouvé par des études. Et comme je vous disais, on peut l'apprendre. La communication, en fait, l'alliance avec le patient, ça se crée vraiment très rapidement. C'est vraiment les premières secondes quand on rencontre quelqu'un, même dans la vie quotidienne, hein, c'est vraiment les premières secondes qui vont déterminer si oui ou non cette personne, je vais bien m'entendre avec elle, je l'aime bien, je l'aime pas, etc. Donc c'est vraiment les premières secondes qui sont cruciales, hein. C'est la façon dont on se présente, dont on va serrer la main éventuellement. Et pour le patient, c'est très important parce que c'est là où il va y avoir confiance ou pas en la personne qu'il a en face de lui. S'il n'a pas confiance, évidemment, il va pas écouter, il va avoir peur, il va avoir mal. Et au contraire, une personne qui donne confiance, eh ben là, on a une meilleure observance et puis un effet antalgique. Donc là, c'était juste un petit schéma pour dire que la communication, c'est complexe en fait, parce qu'entre ce qu'on dit et ce que la personne en face comprend, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'étapes et beaucoup de filtres, quoi. Moi, je vais dire une phrase, alors je ne sais pas combien vous êtes à m'écouter, mais chaque personne va l'entendre ou la comprendre différemment en fonction de je sais pas, son passé, ses expériences, etc., etc. Et donc, voilà, le but, c'est de faciliter toutes ces étapes entre les deux pour que notre message soit bien compris par le patient. Et donc, ça, voilà, c'est un ensemble de signaux hein, sonores, mais aussi la façon dont on se tient, etc. Et donc, comme on a vu, la communication, elle est divisée en trois composantes. Le verbal, c'est vraiment les mots qu'on utilise, hein, les mots, tout simplement. Le paraverbal, c'est le volume de la voix, l'intonation, si je parle vite ou pas vite, si je parle fort ou doucement. Voilà, et ça indique déjà l'état émotionnel de la personne qui parle. Et le non-verbal, ça va être en fait la façon dont on se tient, la posture, si je me tiens droite, si je suis affalée. Voilà, c'est vraiment la personne, comment elle se tient quand elle communique. Alors ça, c'est une très, très ancienne étude qui montre que finalement, alors on a tendance à croire que c'est les mots qui sont plus importants, mais pas du tout, parce que les mots, c'est seulement 7% du message. C'est-à-dire là, ce que je vous dis, en fait, finalement, je peux dire tout à fait autre chose, mais vous allez quand même comprendre avec le reste. Donc, c'est que 7% les mots. Finalement, c'est pas très important. Euh, alors, si quand même, pas les mots négatifs, bien sûr, hein, Emmanuel, sinon il va me dire que c'est pas vrai, mais, mais on va voir que ce qui est aussi très, très important, c'est le non-verbal, c'est-à-dire ce qu'on a dit, hein, les gestes, la respiration, la position, pour 55% du message, et 38%, c'est le paraverbal, c'est-à-dire la voix, le rythme, les silences, etc.
Donc, par exemple, quand on voit quelqu'un, en fait, sans que la personne parle, on a automatiquement déjà des messages, en fait. On ne peut pas ne pas communiquer. On communique juste en étant là, en fait, sans même parler. Donc, en voyant, par exemple, ces quatre visages, on voit que bah, cette personne, on voit la bienveillance, le sourire, on a envie de lui parler, quoi. La jeune fille en haut, déjà, c'est plus compliqué, quoi. On voit peut-être un peu de colère, un peu de... Voilà, elle donne moins envie de lui parler. Là, c'est pareil, hein. Après, chacun les lit différemment, mais déjà, juste en étant là, on communique beaucoup, beaucoup de choses. Et c'est à ça qu'il faut qu'on fasse attention, parce qu'en fait, sans le vouloir, on a peut-être un visage pas du tout souriant, plutôt comme ça. Voilà, quand on sait le message que ça renvoie à l'autre, déjà, on peut faire des petits efforts. Et donc, communiquer, ça passe beaucoup par l'observation. Donc, l'hypnose aussi. Alors, je pense qu'il y a un micro qui est allumé. Voilà, merci. Donc, Merci d'éteindre vos micros. ouais, donc l'hypnose, ça passe beaucoup. Donc, la première étape, c'est d'observer, observer, observer. Il faut vraiment regarder les gens. Et en fait, à force, avec le temps, on apprend vraiment à lire plein, plein, plein de choses. Là où avant, on faisait pas trop attention. Eh ben, le fait de regarder l'autre, d'essayer de comprendre son monde, de percevoir, ça nous permet déjà de nous mettre nous-mêmes en phase. C'est-à-dire, nous, on se laisse tomber en tant que personne, on n'est plus... Voilà, il faut se mettre de côté, hein. Et c'est vraiment de regarder le patient et de rentrer dans son monde. C'est comme ça qu'on arrive à communiquer. Donc, comme on a dit, le verbal, c'est que 7% de la communication, mais quand même, 7%. C'est important quand même, hein. Et donc, comme Emmanuel l'a dit, la chose très importante, hein, c'est qu'il ne faut pas utiliser de négation. Donc, il faut faire attention à nos mots, au type de vocabulaire. Et donc, il y a deux types de conscience. En fait, on oscille, le cerveau oscille toujours entre la conscience critique, ça c'est quand on réfléchit, on analyse, voilà, c'est quand on réfléchit à quelque chose et qu'on veut une solution, qu'on se projette, etc. Et la conscience imaginaire, ça c'est quand on part dans alors, en fait, c'est un type de transe hein, quand on va imaginer des choses. Et souvent, les patients, quand ils arrivent au bloc, ils sont en conscience imaginaire. Ils sont en transe, c'est-à-dire ils sont en état d'hypnose, mais négative, souvent, hein. C'est-à-dire ils vont aller se projeter, ça va mal se passer, je vais avoir mal, je vais mourir, etc., etc. Et le but, c'est d'aller les chercher là où ils sont pour les ramener à une conscience imaginaire, donc à une transe, mais plutôt positive. Voilà, et donc c'est tout le but de l'hypnose conversationnelle. Comme tu as déjà dit, Emmanuel, donc l'imaginaire ne connaît pas la négation. Ne pensez pas à un camion rouge, tout le monde va penser à un camion rouge. Cela ne va pas durer longtemps. Le cerveau, quand il est en conscience imaginaire, c'est-à-dire par exemple le patient typiquement quand il arrive au bloc, hein, il est plus capable de vraiment raisonner, il est dans cette conscience imaginaire. Et là, on n'entend pas les négations, on n'entend que les mots. Vous n'aurez pas mal, il entend mal. Euh, donc ça, vraiment, c'est à bannir, hein, la négation. Il faut plus jamais utiliser ça au bloc. Et donc, privilégier évidemment les images positives. Donc là, c'est des exemples d'études, hein, mais juste la façon dont on demande au patient ou dont on lui explique, en fait, par exemple, un geste comme une péridurale, ça va avoir un impact vraiment sur la sensation de douleur, mais vraiment objectivement, hein. C'est-à-dire, ils ont comparé deux groupes de femmes enceintes à qui on pose une péridurale. Dans le premier groupe, on leur dit, vous pouvez maintenant sentir une douleur, une sensation de brûlure, comme si vous étiez fait piquer par une abeille. C'est la pire partie de l'ensemble de la procédure. Et donc ça, c'est le langage négatif, hein, et surtout pas à utiliser. Et le groupe 2 où on leur dit plutôt, nous allons vous donner un anesthésique local qui endort la zone, où nous réaliserons l'anesthésie péridurale afin que cela soit agréable pour vous. Agréable, donc un mot positif. Et donc juste avec ça, ça baisse en fait la sensation de la douleur pendant la pose de la péridurale. Et pareil, donc là, c'est une autre étude, c'est après une césarienne. Juste le fait de demander avez-vous mal en salle de réveil au lieu de comment vous sentez-vous, eh bien, ça baisse de moitié l'échelle numérique de douleur. Donc, on passe de 54% à 24%. Alors là où je travaille, on a pris l'habitude, enfin les infirmières ont pris l'habitude en salle de réveil, de plus demander l'échelle de douleur, comme on a l'habitude de faire, mais l'échelle de confort. On leur dire, est-ce que vous êtes suffisamment confortable, au lieu de dire, est-ce que vous avez mal? Parce que mal, la personne douleur, c'est pas bien, elle va chercher la douleur, voire l'amplifier si jamais elle était minime.
Et donc, bien sûr, voilà, ça c'est très très important. S'il y a une chose à retenir ce soir, c'est vraiment les mots positifs. Donc, au lieu de dire n'ayez pas peur, ça ne fait pas mal, on va plutôt dire soyez rassurés, nous allons tout mettre en œuvre pour que le soin soit le plus confortable possible. Au lieu de dire ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer, avez-vous froid? Donc là, le cerveau entend inquiétude, froid. On va plutôt dire soyez rassurés, tout va bien se passer. Et vraiment, les mots positifs, on peut y aller, hein. Même si ça fait un peu ridicule d'en dire beaucoup, il faut y aller parce qu'ils sont tellement en transe négative, il faut mettre un maximum de mots positifs pour essayer de switcher vers la transe positive. Donc, tous les mots en rouge à bannir, hein, la peur, mal, froid, lourd, cassé, le bruit, je vais piquer, vous allez être fatigué, enfin, tout ça, on enlève. Et pour plutôt dire, c'est le calme, la sécurité, voilà, parler des vacances, la chaleur, le confort, etc. Et même des mots tout bêtes, mais moi, je le dis tout le temps. Je ne sais pas combien de fois je le dis par jour, mais c'est très bien, c'est bien. Le patient me dit n'importe quoi, je lui dis que c'est bien, même si ça n'a rien à voir. Mais voilà, saupoudrer de mots positifs comme ça permet vraiment de changer la tonalité de l'ambiance et de ce qui se passe, quoi. Vous allez tranquillement passer sur la table, vous allez calmement respirer. Vraiment, faut y aller, hein, les mots positifs, on peut y aller. Et ça s'appelle le saupoudrage en hypnose. C'est juste le fait d'utiliser, saupoudrer des mots positifs par-ci, par-là. La troisième partie donc, de la communication, c'est le paraverbal. Donc ça, c'est à peu près 38% de la communication. Ça, c'est le rythme de la voix. Aussi, un truc très important, c'est le pacing respiratoire. En fait, comme je vous ai dit, il faut se mettre en phase avec la personne en face. Et on essaye même le rythme de sa respiration, de l'observer et d'essayer de respirer au même rythme, mais en tout cas de parler quand la personne expire. Et quand elle inspire, on fait une pause. Ça permet en fait d'avoir le même rythme, de se mettre au même rythme que le patient. Et quand on est au même rythme que le patient va plus entrer en communication avec nous et ça va être plus facile de lui suggérer des choses, voire de lui faire une transe hypnotique par la suite. Mais même pour la communication hypnotique, c'est très important. Pareil, en fait, au début, il faut utiliser le même rythme de voix que le patient, le même ton. Essayez, voilà, il est le plus proche possible. Une personne qui parle tout bas, ben, on va s'approcher, parler tout bas, quitte à petit augmenter la voix. Mais au début, pour qu'il y ait cette alliance, il faut vraiment qu'on se mette comme le patient. Vraiment, on se met en miroir, on fait comme lui. Une personne qui crie, eh ben, c'est pas grave, il faut crier. Alors, ça fait bizarre au début, mais il faut crier au début et petit à petit, on se remet à notre rythme à nous, hein, mais ça permet de faire voilà, aller chercher le patient où il est. Même volume, même ton, même rythme et même vocabulaire aussi. C'est-à-dire une personne qui parle avec un vocabulaire, euh, voilà, en fonction de comment elle parle. Vraiment, on va reprendre même les mêmes mots, hein. C'est pas, il faut le faire, au contraire. Et le non-verbal, donc le plus important, donc déjà, c'est comment, à quelle distance on se tient de la personne, hein, la proxémie, mais aussi notre positionnement. Alors nous, en tant que médecin, des fois, on a tendance à avoir une position haute, c'est-à-dire c'est moi qui sais, j'ai le savoir, et le patient, il ne sait pas, et je lui explique. Cette position, elle favorise pas du tout la communication et justement le mirroring, le fait de rentrer en résonance, il faut pas se mettre en position haute. La position basse, c'est l'inverse, c'est le patient qui, en fait, en gros, je sais rien et je me mets en position basse devant une personne qui a la connaissance et la science en face de moi. Et justement, en hypnose, il faut se mettre dans la position complémentaire. Il faut se mettre au même niveau que le patient. C'est-à-dire que moi, j'ai quelque chose à lui apporter, mais lui aussi, c'est lui qui se connaît, c'est lui qui va me donner les informations qui sont nécessaires aussi et que je dois prendre en compte. Et donc, voilà, le mirroring, c'est vraiment se mettre, pareil, les mêmes gestes, les mimiques, les attitudes, pareil que le patient. Donc la proxémie, on a dit que c'était la distance juste, alors qui peut être variable en fonction des cultures, etc. Mais dans le soin, vraiment, il y a une distance correcte hein, où vraiment il faut se mettre pour pas être trop loin. On va pas parler à une personne beaucoup trop loin de la porte, mais pas être trop près non plus. Vraiment respecter la bonne proxémie, la bonne distance. Et puis donc, comme je vous ai dit, la position haute, domination, savoir, et la position basse, obéir. Non, au contraire, il faut vraiment la position intermédiaire. C'est un échange d'égal à égal, quoi, si vous voulez.
Voilà, donc par exemple, cette photo hein, où vraiment la personne se met à côté du patient et se met vraiment à son niveau, quoi, même physiquement, hein, à son niveau. C'est-à-dire, on ne va pas être debout quand le patient est allongé, ou au contraire être plus bas, mais vraiment se mettre à son niveau. Et par exemple, tout bête, hein, mais ils ont fait une étude pour voir en fait, ils ont demandé aux patients d'estimer le temps passé par le médecin avec eux aux urgences. Et donc, ils ont sous-estimé le temps passé par les médecins quand ils restaient debout, quand le patient reste debout, il reste le même temps hein, à chaque fois. Mais quand le médecin reste debout pour leur expliquer quelque chose ou s'il s'assoit, eh ben, la personne, elle perçoit elle a l'impression que le médecin reste plus longtemps quand il est assis à côté, même quand il a passé le même temps que quand il est debout. Et donc le mirroring, comme je vous ai dit, c'est le fait de se mettre en miroir. C'est une technique d'hypnose très importante, hein, mais qui permet de mieux communiquer hein, et de rentrer dans le monde de l'autre. Vous avez dû entendre parler des neurones miroirs, hein, mais c'est vraiment se mettre en miroir. Hein. Des fois, on a l'impression que c'est un peu ridicule, c'est comme singer quelqu'un, mais vraiment, c'est une technique importante et qui marche bien. Et donc, pour ça, les trois composantes de la communication, on se met au même rythme que le patient au début, les mêmes mots, le même rythme de voix, la même posture, et ensuite, on adapte en fonction de là où on veut l'emmener. Et en fait, naturellement, nos amis, les personnes avec qui on s'entend, au fil d'une conversation, sans même le faire exprès, hein, c'est rigolo de l'observer hein, dans les restaurants ou n'importe. En fait, naturellement, on se met en miroir avec les personnes avec qui on s'entend bien, avec qui on communique bien, sans même s'en rendre compte. Donc voilà, si on voit une autre photo, donc voilà, c'est une attitude en fait naturelle hein, qu'on a tous les jours, mais en hypnose, on va faire exprès de le faire. Euh, pour aller plus loin, donc je vais vous parler du fameux VACOG. Alors, il me reste quelques minutes, donc je vais vous parler. Donc, quand même, c'est important parce que le VACOG, c'est quand même une partie importante de l'hypnose. Le VACOG, c'est quoi? En fait, chaque personne interagit avec le monde et avec les autres êtres humains à travers un canal sensoriel préférentiel. Donc, évidemment, on a la vue, l'audition, le toucher, l'olfaction et le goût. Mais il y a des personnes qui vont être plus visuelles, c'est-à-dire qui vont plus interagir avec leur monde, avec la vue, en fait, en regardant. Moi, par exemple, je suis très visuelle, c'est-à-dire c'est les couleurs, la luminosité, etc. Il y a des personnes, c'est plus les sons, et même la façon dont on apprend quelque chose, dont on mémorise, par exemple, nos cours. Il y en a, c'est en regardant le texte, il y en a, c'est en l'entendant, et il y en a, c'est vraiment en l'écrivant. Donc, kinesthésique, c'est vraiment sentir avec les sensations, et plus rarement, c'est les olfactifs, donc les odeurs ou le goût. Et en observant les gens et en apprenant au fur et à mesure, on va comprendre s'ils sont plutôt visuels, plutôt auditifs ou plutôt kinesthésiques. Ou alors, bon, une minorité olfactif ou gustatif. Et on va se mettre aussi à parler en ces termes-là pour justement rentrer en résonance et tout à l'heure, quand Emmanuel nous a suggéré donc le lieu sécure, là, quand on a fait la petite hypnose, il a parlé toutes les composantes. Il nous a parlé à la fois de couleurs, comme ça il parle aux gens visuels. Il a parlé de sons, de bruit, comme ça parle aux gens qui sont plutôt auditifs. Il a parlé de sensations, la température, comme ça parle plus aux personnes kinesthésiques. Il nous a parlé d'odeur et puis il a aussi parlé de goût. Donc il a vraiment balayé le VACOG. VACOG, ça veut juste dire visuel, auditif, kinesthésique, olfactif, gustatif. Donc, quand on ne sait pas, on va balayer on va dire les cinq sens. Hein. Et puis, des fois, on va voir hein, une personne qui va être, ça se voit hein, à force, on l'apprend, mais des personnes qui ont des habits très colorés, en parlant, qui dit, tu vois, c'est clair, qui parle beaucoup de couleurs, ben, on va se dire, cette personne est plutôt visuelle. Les personnes qui parlent, qui adorent la musique, qui vont dire des phrases comme ça sonne bien, etc., c'est plutôt des personnes auditives des personnes qui aiment bien des habits, qui aiment bien mettre des habits très confortables, qui vont dire des phrases comme j'ai la boule au ventre, voilà, qui s'expriment beaucoup en sensations, c'est plutôt des personnes kinesthésiques, etc. Et donc, encore une fois, hein, pour savoir, il faut observer le patient. Et puis, si on ne sait pas, si on n'arrive pas à savoir, c'est pas grave, on fait les cinq, hein, comme ça au moins, on ne va pas se tromper. Euh, Juste un petit mot sur la gestion des conflits. Hein. J'en ai plus que pour 2-3 minutes hein, et j'aurai fini.
L'hypnose conversationnelle, ça sert aussi à ça, hein, à gérer les conflits, que ce soit au travail ou même dans la vie personnelle, hein, mais bon, là, on parle plutôt du travail, mais des fois, les relations peuvent être compliquées avec des patients, par exemple, mais aussi avec des collègues, hein, ça arrive, hein, on fait un travail stressant et puis, bon, bah, c'est humain, hein, ça peut arriver d'avoir à gérer des conflits. Et là, l'hypnose conversationnelle peut beaucoup, beaucoup nous aider. Euh, alors d'abord, la première chose, c'est de faire le pas de côté, hein, pour se dire euh, que voilà, en fait, on a tellement de filtres que nous, on va interpréter même ce qu'une personne va dire, comment elle va nous s'adresser à nous, comment elle nous parle, le ton, etc. Mais c'est avec nos filtres à nous. Et donc, on va prendre ça pour une agression, mais c'était peut-être pas le but premier. Et donc, vraiment faire ce pas de côté pour se dire, bon, ben, on est tous différents. Et il y a beaucoup de malentendus, on essaye de communiquer, mais finalement, ça repose beaucoup sur des malentendus. On a chacun son identité, ses valeurs, ses croyances, son bagage culturel. Et donc, il y a beaucoup de choses qui sont en fait un peu comme un flou artistique entre les deux et qui sont source de conflits. Donc, faire un pas de côté et puis penser au but. Par exemple, au travail, c'est vraiment penser au but. Qu'est-ce que je veux? Je veux que ce patient aille au bloc et que ça se passe bien. Je me suis engueulée avec le chirurgien, mais le but, c'est que ce patient soit opéré et que ça se passe bien. Vraiment penser au but et puis ensuite utiliser toutes les techniques qu'on a vues, hein, de communication pour arriver à ce but. Donc, observer le VACOG, se mettre en miroir. Alors, ça peut paraître un peu fou, mais une personne qui nous gueule, qui nous crie dessus, eh ben, il faut se mettre pareil, à parler pareil, le même ton, etc. Et petit à petit, on va calmer la voix et puis petit à petit redescendre, quoi. En fait, on va comme si on l'attrapait là où elle était pour petit à petit, chut, on se calme tous les deux ensemble. Et là, la communication est rétablie. Bon, c'est facile à dire, hein, mais je veux bien croire que c'est pas facile à appliquer, hein, mais ça se travaille. Donc là, juste un petit exemple rapide, c'est pour montrer le problème de communication qui peuvent parfois exister en fait et on s'en rend pas compte. Donc là, il y a deux personnes, une personne A qui parle avec une personne B. Et en fait, on va voir que la personne A euh, est une personne visuelle. Donc le V du VACOG et la personne B est une personne auditive. Et la personne A va dire, par exemple, je ne vois pas bien votre point de vue sur votre évaluation. Donc déjà, je ne vois pas bien. On peut deviner qu'elle est visuelle. Et le B lui répond, eh bien, on peut en parler plus en détail. Parler. A va dire, c'est parfaitement clair pour moi, c'est écrit noir sur blanc. Donc tout ça, c'est des messages, des indices qui nous disent qu'elle est visuelle. Et le B qui va dire, si vous voulez bien en discuter, il n'y aurait plus d'harmonie dans l'entreprise. Jetez-y un œil de plus près, je suis certaine que vous aurez une meilleure perspective. Et le B qui dit, vous n'écoutez jamais, n'est-ce pas? Donc là, en fait, vraiment, on a une espèce d'incompréhension parce que le A, il parle en visuel et le B, il parle plutôt en auditif. Et puis le fait de s'en rendre compte, en fait, bah, le B, par exemple, il peut bah, me parler en termes plutôt visuels et déjà, ça va faciliter la communication et la compréhension. Donc en conclusion, voilà l'outil, donc l'hypnose conversationnelle. Enfin moi personnellement, ça m'a vraiment révolutionné ma vie, ma vie pro parce que vraiment ça facilite tellement de choses. Et puis on apprend vraiment à observer les patients, à les observer, à aller les chercher où ils sont. Et, euh, et voilà, il y a beaucoup moins de malentendus, beaucoup moins d'agressivité. Et très souvent, alors je vais pas dire tout le temps, mais très souvent, l'expérience patient, et même pour nous, en fait, c'est très positif parce que voilà, on finit la journée, tout le monde est content. Le patient est content, nous, on est content, il n'y a pas eu de drame, le patient en a pas mal. Voilà, ça change vraiment beaucoup de choses. Et donc, observer les trois voies du langage, hein, le verbal, les mots positifs, hein, très important, le paraverbal, aller chercher le patient où il est, le non-verbal, notre positionnement et le mirroring. Et donc, comme je vous disais, le premier contact est essentiel, hein, et vraiment les premières secondes sont très importantes. Évidemment, bienveillance, tolérance, non-jugement. Et puis voilà, comprendre l'état émotionnel du patient pour démarrer une communication adaptée. Voilà, là, bon, là, je reprenais les mêmes choses, hein, que ce que j'ai déjà dit. J'avais une vidéo, mais on n'aura pas le temps de la mettre, mais c'était juste des exemples. Une première vidéo où vraiment tout ce qu'il ne faut pas faire, hein, les mots négatifs, une personne qui crie, une personne en position haute. Et la deuxième vidéo, c'était l'inverse, une personne qui se met au même niveau que le patient, qui utilise des mots positifs et qui se met en miroir avec le patient. Voilà, merci à tous. Et puis, si vous avez des questions, je suis
Merci disponible. Sarah. Donc, je remercie les deux orateurs pour ces deux magnifiques présentations. J'espère que vous m'entendez tous. On m'entend? Oui. Oui. Donc, merci Sarah, merci Emmanuel pour ces magnifiques présentations qui nous renseignent beaucoup plus que ce qu'on pensait savoir sur l'hypnose et l'utilisation de l'hypnose conversationnelle dans le milieu du bloc opératoire et de l'approche des malades. Donc, merci pour tous les deux. Donc, j'ai un peu regroupé l'ensemble des questions qui ont été posées sur le chat. Je vous laisse entre vous. Après, à mon avis, je sais qui va répondre à quelle question. Donc, une question qui est revenue de façon assez redondante, c'est qui de l'hypnose chez les enfants? Donc, est-ce qu'il y a des limites? Est-ce que la faisabilité? Donc, est-ce que éventuellement vous avez des idées sur ça et des approches un peu à donner aux collègues qui sont en train de nous écouter? Et je rappelle qu'il y a deux vidéos qui ont été postées par Emmanuel sur le chat et Sarah aussi, si tu veux après mettre tes vidéos sur le chat, ça permettra de les partager. Donc, qui veut répondre concernant l'hypnose et l'enfant? Alors moi, je réponds vite fait, Emmanuel. mais après, je te laisse la parole parce que j'ai une fille qui a 4 ans. Et alors, l'hypnose chez les ما enfants, اسمع ربي وما عندهم ما تبطوش اقعدوا في alors, داركم. je crois que Coupez, quelqu'un a son micro. Est-ce coupe. qu'on peut éteindre les micros, s'il vous plaît? Ça nous évitera d'écouter des discussions. Tu peux le faire peut-être, Shakib, les couper pour tout le monde et nous remettre. Oui, justement, j'allais dire, on va le couper parce que là. شنو الوقت هذا مني جينا. Ah ben, là, euh, معليش. ouais, bon, attendez. J'ai pas la main là-dessus. Donc, Ah, Ah, j'essaie madame, d'envoyer un message. normalement, il y a coupé les micros pour tout le monde de la part de l'administrateur. Ouais, Je sais pas si. ouais. Norden, est-ce que tu peux éventuellement Ou ou Sarah, est-ce que tu peux éventuellement couper? Sarah Atmani, est-ce faire que tu peux sortir. couper ton micro, s'il te plaît? moi, je coupe. Ouais. Ah oui, Sarah voilà. Atmani, Atmani, Oui, bon, Sarah je sais Atmani. pas si elle nous Ah, entend. elle est plus là. Oui. Merci, merci pour le confort auditif. Donc, kit Donc, de l'hypnose chez l'enfant. voilà, donc je disais, j'ai une fille de 4 ans et en fait, l'hypnose chez les enfants, ça marche encore plus que chez l'adulte. Enfin, c'est super facile. Chez les enfants, on peut leur raconter n'importe quoi, ils partent en transe, mais tout de suite, quoi. Et donc, oui, je l'ai fait, je me suis entraînée sur elle. Je fais pas beaucoup de pédiatrie, mais sur ma fille, c'est tout le temps, quoi. Et en fait, ils partent très vite. On n'a même pas trop besoin de les préparer ou de faire toute une phase de préparation avant de rentrer en transe. On peut directement leur dire tout et n'importe quoi, hein, quand elle avait des vaccins ou n'importe quoi. Et ça passe beaucoup par alors, quand ils sont tout petits, c'est la saturation sensorielle. Donc, en fait, on va leur suggérer plein de trucs très vite et du coup, on va un peu. Et voilà, c'est comme si leur cerveau buguait et puis ils vont partir vraiment un peu dans tous les sens. Et en fait, ça permet de les dissocier de leur corps et de ce qui se passe, quoi. Donc, Ouais, ça marche pas trop, c'est mes préadolescents, mais on essaiera de voir. Emmanuel, tu as une réponse encore Oui, alors moi à rajouter? également, hein, j'ai pas d'activité pédiatrique, si ce n'est les plus petits que j'ai, c'est aller 8, 9 ans, tu vois, pour des appendicites ou pour des fractures de poignet essentiellement. Ce que je sais de mes collègues qui travaillent en anesthésie pédiatrique, c'est qu'effectivement, comme Sarah vient de le dire, c'est très facile. Après, ça demande un minimum, hein, c'est-à-dire que j'ai pas l'âge minimum, mais il faut un minimum de communication, donc l'enfant soit capable de parler. Donc, 5, 6 ans, quelque chose comme ça, peut-être un peu moins, mais effectivement, en dessous, c'est peut-être plus difficile. Mais en tout cas, ça va beaucoup passer par le jeu, par... euh, alors, certes, les tablettes, c'est peut-être pas forcément ce qu'il y a de mieux, mais donner une tablette à un gamin avant d'entrer au bloc opératoire et qu'il soit en train de jouer à je ne sais quel jeu, eh ben, ils sont tellement dans l'imaginaire que pendant ce temps-là, c'est beaucoup plus facile aussi de pouvoir bah, faire les soins. Ça va beaucoup passer par l'imagination. Les enfants sont il y a moins de filtres chez les enfants. Et par exemple, une préoxygénation, je pense qu'on le fait tous plus ou moins, mais allez, vas-y, souffle dans le ballon, machin, etc. Enfin, tu vois, et donc plutôt que d'être là, l'anesthésie à l'étouffer, tu sais, avec le masque, et vas-y, braille avec le sévoflurane, ben, allez, tiens, on va faire un jeu, c'est important de gonfler le ballon. Donc tu prends le ballon du respi, et tu dis, tu vois, en soufflant comme ça,
Le jeu, ça va être vraiment de faire gonfler le ballon. Enfin, voilà, des petites choses comme ça. Et en passant beaucoup par le jeu. Après, il y a plein d'autres choses, mais c'est vraiment par l'activation de l'imaginaire de l'enfant, passer par le jeu. Bien évidemment, c'est pas des électrodes, ça va être des pastilles, ça va être des gommettes, les fils de couleur, les électrodes, ça va être, je sais pas, des décorations de Noël ou que sais-je. Enfin, utiliser vraiment le jeu, l'imaginaire euh, et, euh, et le détournement de l'attention. Et ça aide énormément, énormément. Après, ça répond pas à 100% des, comment dire, des cas, bien sûr, mais en tout cas, effectivement, euh, voilà, c'est quand même très utile et ça permet vraiment de calmer le jeu de manière assez impressionnante dans un certain nombre dans un certain, enfin, dans la majorité des cas. Parce qu'en fait, très souvent, les enfants, alors déjà, il y a les parents à gérer, donc ça, c'est une partie du problème de la gestion de l'agitation et de l'angoisse chez l'enfant, mais aussi chez l'enfant, vraiment activer son imaginaire, passer par le jeu, les couleurs, les machins, enfin, la magie, enfin, tout ce qui est imaginaire et les faire arriver, on voit ça de plus en plus souvent maintenant, les faire arriver dans des petites voiturettes à pédales, par exemple, le bloc opératoire, ce genre de choses, enfin, et forcément, ça les met dans un contexte de jeu et non pas dans un contexte de soins. Et voilà. Donc Merci oui, Manuel. oui, c'est efficace. Ouais, merci Manuel. Pour rajouter, je suis pas un grand expert, mais j'ai fait probablement plus de pédiatrie à des âges un peu aux alentours de 5, 6 ans où les enfants. Tout commence par la consultation et les parents. Après, quand les parents sont stressés, ils arrivent malheureusement à communiquer leur stress aux enfants. Assez souvent, c'est tout ce qu'il y a autour, l'arrivée du bloc opératoire nous c'est plutôt des carrosses avec des chevaux qui sont des Bah, ils sont riches. brancardiers. Ah ouais, non, c'est plutôt les brancardiers qui font le cheval. Mais dans le sens D'accord. où on essaye un peu de faire de sorte que les parents arrivent. Quand je fais de la pédiatrie, j'ai toujours des chapeaux avec des Oui, super-héros, c'est ça, c'est ça. des petites vestes en laine avec des couleurs. Le ballon, comme tu disais, ça marche très très bien. Après, comme tu disais, les enfants sont... La suggestion chez les enfants est facile. Il faut juste trouver le canal. Ça passe très souvent par les parents en constatation. Quand les Oui. parents sont rassurés, ils arrivent assez souvent détendus. Après, malheureusement, les enfants sont très différents, mais il faut savoir s'adapter. Mais avec cette formation, les gens ont beaucoup plus de connaissances pour pouvoir faire. Je me permets de reposer une autre question. Donc, j'ai regroupé un peu les questions. Il y a une question qui a été posée, où Manuel a essayé de répondre. Est-ce que l'hypnose a une durée limitée dans le temps? Est-ce qu'on peut hypnotiser quelqu'un pendant 10 minutes? Ou est-ce que 2 heures, ça fait beaucoup pour utiliser l'hypnose, comme disait Sarah tout à l'heure, pour l'hypnosédation? Est-ce que 2 heures, c'est trop? Est-ce que c'est pas faisable? Est-ce que vraiment c'est pour des gestes courts, 10 minutes? Je parle d'hypnosédation. Est-ce que c'est vraiment important, la durée qu'on veut éventuellement appliquer? Je Bah, vous laisse répondre. ouais, je prends la parole rapidement, puis après je te la laisse, Sarah. En fait, ce qui est vraiment important, et on est d'accord là-dessus avec Sarah, tout va dépendre du lien. Le plus important, vraiment, c'est le lien qu'on va avoir avec le patient. C'est ce qu'on appelle cette hypnose formelle, c'est-à-dire là, on est vraiment dans le cadre d'un patient qui vient pour un soin avec hypnose. Exemple, une coloscopie, exemple, chirurgie du sein, etc. Et donc, la durée dépend pas tellement de l'hypnose en tant que telle, mais de l'intention et de la stratégie qu'il y a derrière et du lien qu'on va avoir avec le patient. Et je rappelle une deuxième chose, c'est on va parler d'hypnosédation ou d'hypnoanesthésie, comme disait Sarah avec du rémifentanil, par exemple. Il y a une consultation d'anesthésie, il y a un cathéter périphérique. On peut faire un petit peu nos trucs, nos plages, nos machins, nos bidules, mais il y a un petit fond ou pas de rémifentanil, de propofol. Et s'il y a quoi que ce soit, de toute façon, ben, il y a le cathéter pour faire l'anesthésie générale. Donc on est paré à toute éventualité. Donc le temps, c'est pas tellement, il n'y a pas tellement de limite de temps à part le contrat, entre guillemets, moral et l'intention et la volonté et du patient et du soignant à conduire cette hypnose à deux. Voilà, je te passe la parole, Sarah, pour... Sarah? Oui, alors il n'y a pas de limite vraiment, il n'y a pas de limite en fait. Mais moi, par exemple, l'expérience que j'ai eue au bloc en chirurgie du sein, alors, Fouzia écrit là, juste titre, que c'est très difficile de réaliser une séance d'hypnose au bloc. Alors, c'est vrai, c'est pour ça qu'en fait, il faut une adhésion de vraiment toute l'équipe, surtout le chirurgien. Parce que si un chirurgien qui veut aller vite, qui machin, qui s'impatiente, qui parle fort, etc., ça peut pas marcher, c'est impossible. Il faut vraiment que toute l'équipe soit dans cette même volonté, en fait, de
de l'hypnose au bloc. Donc, pas de bruit, pas d'ouverture de sac, etc. avant qu'on donne le signal. Donc, c'est vraiment, il y a une phase vraiment de préparation. Et quand la personne est en, on va dire à peu près 10-15 minutes pour que la personne rentre en transe, une fois qu'elle est en transe, on peut commencer à faire des bruits. En fait, on va les inclure dans la séance, hein. S'il y a des bruits de, je sais pas, on ouvre les sachets, on peut dire que c'est le bruit des vagues ou n'importe quoi dans notre séance. Et oui, ça peut durer 2 heures à peu près. Ça peut durer 2 heures, ça peut durer moins. Mais il faut savoir qu'en fait, la patiente, elle va osciller. Elle va pas rester vraiment en transe profonde tout le temps. Ça fait comme des vagues, en fait. Des fois, c'est profond. Des fois, elle va revenir un peu. Des fois, elle peut même ouvrir un peu les yeux et revenir un peu. Mais c'est pas grave. Les séances sont comme ça. Et après, on approfondit. Et voilà, c'est tout un travail. Tant que ça reste pour elle OK et confortable, même si elle ouvre les yeux, il faut pas paniquer et se dire, oh là là, ça y est. Non, c'est pas grave, c'est comme ça en fait. La conscience, elle va osciller, mais oui, ça peut durer 2 heures, le temps de la chirurgie, le temps qu'il faut. Mais il faut savoir que c'est très énergivore même pour pour la personne, enfin pour l'anesthésiste. Moi, les fois, quand je sors de l'hypnosédation, je suis lessivée, quoi, parce que vraiment, on est concentré pendant toute la chirurgie, on est là, on regarde le patient, on le lâche pas des yeux, et oui, c'est fatigant, mais c'est gratifiant, quoi. Le patient est content et nous aussi, mais il n'y a pas de durée. Il n'y a pas de durée. Merci Sarah, merci Emmanuel pour ces réponses. Deux autres petites questions. Quitte de la réalité virtuelle et de son utilisation en mode sédation ou en mode hypnose. Alors, moi j'ai déjà répondu un peu dans le chat, mais là je réponds pour tout le monde. Il faut comprendre que la réalité virtuelle, c'est par définition de la réalité virtuelle. Donc c'est pas, entre guillemets, c'est pas de l'hypnose. Et c'est vrai que quand on est praticien en hypnose, ben, ce qu'on aime quand même, c'est ce contact humain et réaliser l'hypnose soi-même. Mais il faut comprendre plusieurs choses. La première, c'est que tout le monde n'est pas formé à l'hypnose. Deuxièmement, tout le monde n'est pas, même les gens formés à l'hypnose ne sont pas forcément disponibles pour l'hypnose parce que moi, je crois qu'il y a un message important à faire passer, enfin en tout cas en France, après je sais pas ailleurs comment ça se passe, mais en France, les anesthésistes, on est sur deux salles simultanément en général, plus la salle de réveil, plus, enfin bon, en tout cas, et comme disait Sarah, conduire une hypnose longue durée, il faut être présent tout le temps. Et donc, les IAD en particulier ont un rôle particulièrement important aussi à jouer, euh, à jouer là-dedans. Et je me souviens plus quelle était la question, si tu peux me la rappeler. J'ai de la place des réalités virtuelles Oui, voilà. Et avec qu'en les fait, casques de réalité virtuelle. voilà. Et qu'en fait, les cases de réalité virtuelle, c'est très bien. Il y en a qui sont très bien, il y en a qui sont moins bien. Après, il y a différentes marques et je ne veux pas rentrer dans le débat parce que ce n'est pas l'objet. Mais en tout cas, il y en a qui sont très bien parce que ça permet de proposer au moins quelque chose quand toi, tu n'es pas disponible ou quand toi, tu n'es pas formé, tout simplement. Moi, je me souviens un exemple. Une fois, c'était un patient qui devait avoir une pose de chambre implantable sous anesthésie locale seul. Donc, en plus, même pas prévu avec anesthésiste ou avec IAD. L'infirmière de service qui m'appelle en me disant, oh là là, le patient, il est anxieux, machin, il faudrait faire quelque chose. Bah, vous m'excuserez, mais c'est une anesthésie locale, donc moi j'ai déjà mes deux salles qui tournent et je peux pas faire grand-chose, quoi. Et ah, mais enfin, ça se passe pas bien, tatati, tatata. Bon, bah, ce que j'ai proposé, j'ai dit, bah, faites-la venir en salle de réveil, la patiente, parce qu'au moins les infirmières, moi, de salle de réveil sont formées à l'utilisation des casques. Et comme ça, en attendant sa locale, et ben, la patiente, elle était en salle de réveil avec son casque. Et elle a pu avoir ensuite sa locale tranquille. Et donc voilà, donc c'était aussi un substitut. Donc il y a ça. Et il y a une deuxième chose que je voudrais dire, après passe la parole à Sarah, c'est qu'il faut aussi bien démystifier une chose, c'est que l'hypnose, c'est pas un substitut de l'anesthésie générale, c'est pas un remplacement de l'anesthésie générale, c'est en complément de l'anesthésie ou de la sédation. Et donc il faut pas fantasmer de se dire on va faire, on n'est pas là pour faire Mesmer, super, je vais faire une transplantation cardiaque sous hypnose seule, sans anesthésie, quoi. C'est pas ça du tout, du tout, du tout l'objectif, hein. L'objectif, c'est que le patient arrive au bloc calme, détendu, ou si jamais il est anxieux, eh ben, d'arriver justement à lui donner du calme et de la détente. Et également pendant l'anesthésie, surtout si c'est une anesthésie régionale, occuper son esprit à quelque chose d'agréable. Et au moment du réveil ou en salle de réveil, pareil, de continuer avec les mots positifs, est-ce que vous êtes confortable, etc., à créer cette espèce de cocon de confort. Mais c'est ça l'hypnose, c'est pas dormez, je le veux, et on va faire une prothèse de genou sans rien d'autre, c'est pas ça, quoi. Voilà. Sarah, Ouais. un petit mot pour
Oui, amélioré. alors les casques de réalité virtuelle, on l'a testé hein, chez nous, à la clinique. Bon, on va dire que c'est mieux que rien en fait. Il vaut mieux le casque de réalité virtuelle que rien, ça c'est clair. Euh, Après, tout dépend des patients. Ce qu'on n'a pas évoqué, bon, là en une heure c'est compliqué, mais il y a encore Justin, est-ce que tu pourrais fermer ton micro, s'il te plaît? Justin, est-ce qu'on peut éteindre le micro, s'il vous plaît? Justin, merci. Merci. Oui, ce qu'on n'a pas dit, c'est que, il y a des personnes plus ou moins suggestibles. C'est-à-dire, il y a des personnes qui vont très rapidement rentrer en transe, très facilement. Moi, j'en fais partie, hein. C'est-à-dire que dès le début, je ferme les yeux, je pars. Et puis, il y en a où c'est un peu plus long. Et ça dépend aussi de l'hypno, on va dire l'hypnothérapeute, hein, aussi du binôme, hein. C'est-à-dire, la même personne va aller voir deux hypnothérapeutes différents. Ça va être plus ou moins facile avec l'un ou l'autre. Mais il y a aussi des personnes qui ont tendance à partir plus vite ou au contraire où il faut travailler un peu plus pour les faire rentrer en transe. Donc ça dépend de ça aussi, c'est-à-dire une personne qui est vraiment en transe négative, qui est paniquée, etc., et qui est difficilement suggestible, on va lui donner le casque, ça peut ne rien lui faire du tout, voire même l'énerver, quoi. Donc c'est sûr qu'avoir une vraie personne en face, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux et pour personnaliser la communication. Mais voilà, encore une fois, on ne peut pas être partout et c'est mieux que rien. Merci Sarah. Avant de poser encore deux petites dernières questions, je vous invite à bien regarder l'écran en face de vous. Vous avez la présentation de la magnifique formation. Vous allez apprendre beaucoup plus et de façon beaucoup plus pratique et beaucoup plus, comment dire, précise sur l'hypnose et la communication thérapeutique et les planches médicales qu'assurera notre orateur du jour, Emmanuel Bozzedi, à Constantine en Algérie, qui se fera le 27, 28, 29. Donc, je vous invite à vous inscrire de façon rapide. Vu l'engouement du sujet actuellement, à mon avis, il y aura plus de place dans quelques minutes. J'aurais dû faire présentateur de radio. Donc, problème, deuxième question. Deuxième question, il y a, enfin, les deux dernières questions. Des situations où on a des problèmes de communication. Comme disait tout à l'heure Sarah et Alvacog, donc il y a différentes façon d'aborder le sujet en fonction de sa sensibilité visuelle, auditive, olfactive. Qu'en est-il vraiment des situations où on a des patients âgés, surmués, présentant des pathologies d'Alzheimer, des troubles de l'allocution, des troubles de la communication? Comment aborder le sujet si on veut vraiment utiliser l'hypnose pour ces patients, pour les rassurer? Assez souvent, ces patients arrivent beaucoup plus stressés que l'ensemble des patients qu'on a, du fait qu'ils ont un problème de communication, donc ils se sentent un peu beaucoup plus fragiles. Donc, est-ce que l'hypnose peut avoir un rôle beaucoup plus que lors des autres situations, c'est des sujets non? Merci pour vous deux, à vous deux, pardon. Tu veux commencer, Sarah, ou j'y vais? Euh, oui, je peux commencer. Euh, En fait, ça marche aussi pour même les personnes Alzheimer complètement démentes, agitées, parce que justement, on a vu tout à l'heure que finalement, le verbal, c'est qu'une petite partie, c'est 7%. Et donc, même si la personne ne comprend plus les mots qu'on va lui dire, elle va quand même voir comment on se tient, enfin tout ce qu'on a vu, le paraverbal, le non-verbal, etc. Et notre attitude aussi, donc d'abord la première chose, c'est de se mettre en miroir. Comme on a dit, une personne très agitée qui crie, on va se mettre un peu dans le même état d'esprit au début, et puis petit à petit, on va parler de moins en moins vite, de moins en moins fort, être de moins en moins agité. Et c'est comme si en fait on va se mettre, on se connecte, et puis elle va ensuite suivre nous ce qu'on va faire. C'est-à-dire que si on se calme, on parle moins fort, on est moins agité, ça va avoir un effet miroir chez la personne en face. Mais au début, pour créer l'alliance, on est obligé de rentrer même dans son délire finalement. Si une personne est en train de crier, qui dit, voilà, complètement dans une autre planète, il faut y aller, il faut aller avec elle, quoi. Et puis même si elle ne comprend pas ce qu'on dit, juste avec notre attitude. Et puis petit à petit, voilà, on va dire des mots rassurants et puis baisser un peu l'agitation, etc. Donc en fait, même sans se comprendre ou même avec un patient étranger qui ne parle pas la même langue, hein, ça marche aussi. Emmanuel? Oui, bah, c'est exactement ça. Alors déjà, ce qu'il faut aussi bien comprendre, et on s'est rendu compte sur des études, que bien souvent l'agitation des patients âgés, c'était beaucoup de la douleur, hein. Donc il vaut mieux déjà
traiter la douleur plutôt que se dire ils sont déments et on va mettre des anxiolytiques ou des benzos. Donc ça, c'était un petit message au passage. Âgé qui crie avec une fracture de hanche depuis 3 jours dans le service, ben, c'est pas qu'il enfin, il est peut-être dément, mais il a peut-être un peu mal. Donc déjà, on va aussi s'occuper de ça. Mais ça va essayer effectivement aussi beaucoup, un peu comme au début de la vie, hein. Le début de la vie, c'est comme la fin de la vie. Ça va passer beaucoup par le kinesthésique, en fait, par le toucher. Souvent, les personnes âgées, elles ont froid, donc il faut penser à les réchauffer. Il y a aussi la manière de toucher la personne, le ton de la voix qu'on va utiliser, un ton assez doux, comme ça. Enfin, il y a plein de choses. Alors, c'est sûr que dans un webinaire comme ça, d'une heure et demie, c'est compliqué de tout donner, mais ça va passer par d'autres canaux de communication. On a parlé du VACOG, et le verbal, c'est une partie simplement. Voilà, la chaleur, le confort, toucher l'épaule, par exemple, on est souvent nous, au dos du patient, par exemple, et ben, à mettre la main comme ça, enfin, je ne sais pas si vous voyez bien, mais parce que mettre la main comme ça sur l'épaule, et ça assure une présence, par exemple, tenir la main d'un patient un peu dément, et effectivement, rentrer dans le délire quand on a Georgette à moitié perdue qui demande où est Raymond. Ah, bah, je sais pas où il est, Raymond. Enfin, tu vois, plutôt que de lui dire, mais enfin, ou que sais-je, enfin, c'est du non-jugement, c'est du respect. Et si Georgette, elle vous raconte que ceci ou que cela, bah, rentrez dans son délire, en fait. Et en plus, on se marre parce que c'est des conversations qui sont complètement incongrues. Et vraiment, moi, je dis aussi, pensez le toucher, le ton de la voix, mais vraiment l'analgésie, quoi. C'est-à-dire pas manipuler des personnes âgées avec des fractures sans faire de bloc. Enfin, on est aussi anesthésiste, hein, donc il y a cette partie-là. Mais en tout cas, l'âge comment dire, les difficultés de communication ne sont pas un obstacle parce que l'hypnose, c'est pas juste de la parole, justement, c'est ce qu'a expliqué Sarah très bien. C'est la position du corps, c'est le ton de la voix, c'est les mots qu'on va employer, c'est le ton, enfin, c'est, voilà, il y a plein de choses. C'est pas juste, ça passe ça ne passe pas que, pardon, que par le canal verbal, loin de là, et donc c'est tout à fait aussi possible. Et après, je vois plein de questions dans le chat sur des sujets ultra, ultra précis, genre l'hypnose pour les enfants de moins de 30 kilos en transplantation rénale, etc. Rentrez pas dans ces détails-là. Dites-vous bien, ah bah tiens, ça me rappelle quelque chose, ça. Dites-vous bien que Exactement. euh, l'hypnose, ça permet, grâce à de la communication, d'augmenter le confort et de rendre les choses plus sympathiques et plus agréables, mais ce n'est pas un complément ou un substitut de l'anesthésie générale. Merci Manuel, merci Sarah. Je pense avoir fait le tour des questions qui ont été posées à des questions un peu plus spécifiques, un peu trop précises pour que les réponses soient données en 5 minutes sur un webinaire, comme disait Emmanuel, de 5 minutes. Je me permets de poser la question, Emmanuel, tu aborderas ces sujets quand tu seras à Constantine avec des formations plutôt pratiques ou théoriques. Si tu peux donner un petit aperçu de ce qu'on va avoir, de Oui, nous bien donner la sûr. primeur de ce que tu feras. Dis-moi. Bien sûr, bah, le séminaire, enfin la formation va être découpée en 3 jours. En gros, pour faire simple, la première journée, ce sera communication thérapeutique. La deuxième journée, ce sera hypnose conversationnelle. Et la troisième journée, ce sera hypnose formelle. Enfin, je simplifie à l'extrême. Mais pour que ce soit facile à comprendre, la première journée, je vais beaucoup insister sur les mots positifs, sur justement tout ce qui est position du corps, les canaux de communication verbale, etc. Donc, ce sera beaucoup de la communication et le début ce qu'on appelle de l'accompagnement hypnotique. En deuxième journée, on va aller un peu plus sur des techniques parce que, comme l'a dit Sarah, c'est vraiment, bien sûr, il y a ce qu'on met dedans, mais là, il y a de la technique. Là, ce que vous êtes en train de voir à l'écran, j'avais fait une transe lors d'une formation en anesthésie aux participants qui étaient là, c'était à Alger, et c'était exactement ce que je vous ai fait tout à l'heure en début de ce webinaire, un petit peu plus long parce que là, ça durait une quinzaine de minutes, je pense, mais c'était vraiment un lieu agréable, voilà, devant la mer comme ça et voilà, donc apprendre justement à utiliser toutes ces techniques de communication, apprendre à, comment dire, utiliser ce qu'on appelle la dissociation, enfin après des termes un peu techniques, mais en tout cas aller vraiment sur des techniques
et qui vont permettre d'être utiles au quotidien au bloc opératoire. Il y aura des formations théoriques avec bon, bah, des choses que je vais raconter, mais aussi et surtout des exercices pratiques. Les participants vont pouvoir pratiquer et appliquer très rapidement ces techniques-là. Moi, mon idée, c'est vraiment, surtout en 3 jours, hein, c'est pas non plus une formation de 3 semaines, hein, c'est 3 jours. Donc, c'est vraiment de donner des outils pratiques que les participants pourront utiliser dès le lendemain de leur stage pour pouvoir justement améliorer le confort des patients au quotidien au bloc opératoire et vraiment voilà bah, en gros limiter l'utilisation du midazolam, du propofol et baisser le volume sonore et que tout soit plus calme, plus tranquille à la fois avec les patients mais aussi à la fois avec les équipes et puis enfin, avec tout le monde, quoi. Voilà. Merci Manuel pour ces précisions. Donc, je vous invite à aller voir sur le site d'anesthésie.club où vous aurez beaucoup plus d'informations sur la formation qui sera le 27, Ah oui, 28 et 29 juin. Ah, je, Emmanuel lève la main. Oui, oui, juste une précision parce qu'en fait, effectivement, moi, je suis aussi plutôt spécial, enfin plutôt, pas que, mais spécialiste en anesthésie régionale. Et c'est vrai que l'hypnose a un rôle pour moi vraiment majeur en anesthésie régionale parce que en anesthésie générale, bon, bah, pendant l'anesthésie, le patient il dort, donc forcément l'hypnose, même si on peut s'en servir un petit peu en hypnosédation, mais en anesthésie générale classique, bah, le patient il dort. Donc l'hypnose, elle va plutôt être intéressante en consultation, et puis en pré-induction et juste en salle de réveil. Mais avec l'anesthésie régionale, que ce soit les blocs nerveux périphériques ou les poses de péridurale, par exemple, tout ce qui est ce genre de gestes d'anesthésie régionale, les rachianesthésies, etc. Là, c'est vraiment un plus et je vais vraiment aussi insister là-dessus, comment utiliser l'hypnose et les techniques de communication hypnotique pour faciliter justement la réalisation et la gestion des anesthésies régionales. Merci Emmanuel. Sarah, un dernier mot pour honneur aux dames pour clore un peu la session avant de passer au dernier mot et donner la main à Nordine. Bah, merci beaucoup, c'était très intéressant bah, de t'écouter aussi, Emmanuel, et voilà, d'échanger, c'est toujours un plaisir. Et voilà, j'espère qu'on vous a un peu donné quelques notions déjà sur l'hypnose, mais évidemment à approfondir parce que ça ne s'apprend pas comme ça en 1 heure et demie, quoi. C'est ça. Et merci beaucoup, c'était un honneur d'intervenir ce soir. Merci beaucoup. Donc, merci Emmanuel. C'était un plaisir de Stéphane, te revoir, même si physiquement de loin. Sarah, c'était un plaisir de connaître les compétences qu'on va utiliser et d'apprécier ce que tu nous as montré jusqu'à maintenant. J'espère qu'on aura l'occasion encore de se revoir sur un webinaire ou physiquement pour échanger encore un peu plus. J'ai beaucoup appris. J'espère que les participants ont beaucoup appris. Il y aura d'autres sessions, à mon avis, dans le futur, vu l'engouement de la présentation et des personnes qui posent énormément de questions sur le chat. Emmanuel, tu auras l'occasion de répondre à beaucoup de questions. Sarah, j'espère, dans une autre session. Je remercie donc l'ensemble des participants, les deux magnifiques orateurs qui nous ont gratifié de leur connaissance et du sujet qui est très intéressant, qui me permettra, moi, déjà dès demain, d'aborder le sujet avec mes collègues chirurgiens pour l'hypnosédation pour les tumeurs du sein. Je vais essayer de les convaincre maintenant. Et je remercie de façon plus précise, bien sûr, comment vous dire, celui qui nous accueille depuis tout à l'heure, donc anesthésie.club il est là. avec le docteur Boarouge, qui fait de telle sorte qu'on puisse participer, nous tous, surtout les présentateurs et les orateurs, pour apporter un peu de connaissances et de pratique à nos collègues par le monde. Il y a beaucoup de gens qui viennent d'Afrique, d'Algérie, de Tunisie, de Maroc, j'ai vu sur le site. J'espère que tout le monde a apprécié, à mon avis, oui. Donc, je laisse la parole à Nordine pour terminer la session. Et encore merci à tout le monde et merci à toutes les questions. J'espère que ça a été instructif, c'était agréable pour nous tous. Donc, Nordine, je te laisse la main pour terminer. Ah, il est Nordine ne là. veut pas parler. Ben, si je veux Ah, si, remercier il est tout le là. monde. Merci, Nordine. Merci à vous tous, Emmanuel, Sarah, Shakib. Merci à tous ceux qui étaient présents, tous les participants. Donc, j'invite tout le monde au nom de l'Anesthésie Club
et du bureau de l'Anesthésie Club. J'invite tout le monde à venir le jour J avec Emmanuel. Moi-même, je serai avec vous. Je serai là pour apprendre sur une chaise avec un stylo et une feuille de papier. Avec des Allez, je vous laisse Sbersupa. avec ces merveilleuses images et vidéos de ce qu'on a vécu à Alger. Et donc, c'était une séance d'hypnose collective qu'on vivra encore. Au plaisir de voir Sarah Smiley avec nous, vraisemblablement très bientôt. Donc, voilà, je vous dis, chers tous, à très, très, très bientôt. Au revoir. Allez, au revoir Merci, tout le monde Shukran, et à Shukran. très très bientôt. Merci d'avoir été présent. Au Bonne revoir, fin de Sarah. journée Au à revoir. tous. Au revoir. Très bien. Bon week-end, à bientôt.